Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. « 34 ans après, les assassins présumés de Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, seront jugés. Le procès démarre le 11 octobre prochain à Ouagadougou. Information rapportée par le procureur militaire. Au Niger, les drapeaux sont en berne depuis ce mercredi. Le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours après le massacre lundi de 37 civils par des djihadistes présumés. Et puis, le second tour de l'élection présidentielle, à nouveau reporté à Sao Tomé et Principe. Le scrutin se tiendra le 5 septembre prochain, report entériné par le Parlement. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le procès des présumés assassins de Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, icône de la lutte panafricaine, démarre le 11 octobre prochain à Ouagadougou, la capitale du pays. C'est ce qu'a donc annoncé le procureur militaire du pays. Le procès sera donc délocalisé dans la salle des banquets de Ouagadougou, de Ouaga 2000. Voici donc les détails à travers ce reportage. Le procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou a informé l'opinion nationale et internationale que le procès des personnes mises en cause dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'ouvrira le lundi 11 octobre 2021 à partir de 9h. Mi-avril, le dossier avait été envoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Parmi ces accusés figure le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, devenu ensuite chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, ainsi que des soldats de l'ex-garde présidentielle. Le général Diendéré purge actuellement au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Davantage de personnes étaient mises en cause initialement, mais beaucoup d'accusés sont décédés. La mort de Sankara, devenue une figure panafricaine et surnommée le Tché africain, était un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de Compaoré, lui-même renversé par une insurrection populaire en 2014. L'affaire a été relancée après la chute de Compaoré par le régime de transition démocratique et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui par la justice burkinabé en mars 2016. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso, où il s'était enfui après sa chute et dont il a obtenu la nationalité. Sauf à se présenter volontairement devant ses juges, il devrait être jugé par contumace. Et en bref et en image, toujours Burkina Faso, Pascal Zida, l'une des figures de la société civile du pays, a été remise en liberté ce mardi 3 jours après son arrestation pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion, c'est ce que l'on a appris auprès de ses proches. Il a été longuement entendu au cours d'une journée par le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la capitale, puis après son audition, il a été donc remis en liberté sans qu'aucune charge n'ait été donc retenue contre ce leader de la société civile. Zida, président de la coordination nationale des organisations de la société civile pour la patrie, critiquait notamment le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Autre information, au Niger, les drapeaux sont en berne depuis ce mercredi. Dans le pays, le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours après le massacre. C'était en début de semaine de 37 civils par des djihadistes présumés. L'attaque a eu lieu dans l'ouest du pays. Reportage. La dernière attaque dans l'ouest du Niger a visé lundi le village de Darédaï, près de la frontière malienne. Des hommes armés ont tiré sur des habitants du village qui cultivaient leurs champs, faisant 37 morts, dont 4 femmes et 13 adolescents.
Daredaï, déjà visé en mars, est situé dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières, entre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, théâtre depuis 3 ans d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Depuis le début de la saison des pluies en juin, les attaques visent surtout des civils travaillant dans leurs champs. Human Rights Watch avait estimé la semaine dernière à plus de 420 le nombre de civils tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger, dans des attaques menées par des groupes djihadistes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir de chez eux. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'est déclaré profondément choqué et indigné par les terribles attaques contre des enfants et des familles par des groupes armés non identifiés dans le village de Daredaï. Selon l'organisation, les 13 jeunes tués dans l'attaque étaient âgés de 15 à 17 ans. Une note politique dans ce journal. Le second tour de l'élection présidentielle à Sao Tomé et Principe a été donc reporté. C'est le Parlement qui en a donc décidé. Le scrutin se tiendra désormais le 5 septembre prochain. La commission électorale avait déjà reporté le second tour de la présidentielle au Sao Tomé et Principe au 29 août alors qu'il devait avoir lieu initialement le 8 août. Suite à des accusations de fraude lors du premier tour. Ce mardi, le Parlement a à nouveau reporté le second tour. La loi adoptée au Parlement prévoit désormais le second tour de l'élection présidentielle au 5 septembre. Le problème est que le mandat du président en exercice doit prendre fin le 3 septembre, soit 2 jours avant. En cas de vacance du pouvoir, la loi n'est pas formelle, mais le président du Parlement pourrait prendre l'intérim. Or, le président du Parlement, Delphine Neves, était candidat à la présidentielle. Il a échoué et est arrivé 3e. Et c'est lui qui a contesté les résultats du premier tour du scrutin, rappelle l'analyste politique Oliveo Diogo, ce qui a débouché sur un report du second tour. Delphine Neves a également rejeté l'idée d'un vote pour prolonger le mandat du président en exercice, le temps de conclure le processus électoral. L'analyste rappelle que la Constitution ne permettrait à Delphine Neves de traiter que les affaires courantes s'il devenait président par intérim. En Ouganda, le vétéran du pays, le président Yoweri Museveni, a réprimandé publiquement le week-end dernier les forces de sécurité pour avoir trop violenté les populations. Il a fait cette réprimande au cours d'une allocution télévisée. Alors que l'opposition affirme que des centaines de ses partisans ont disparu ou péri durant une violente répression post-électorale, le président Yoweri Museveni a réprimandé ses forces de sécurité pour usage excessif de la force. Le président, qui a été réélu pour un 6e mandat malgré de nombreux signalements de fraude, a pointé l'indiscipline et la paresse des forces de sécurité comme cause des incidents qui ont provoqué la mort de civils. Aucun Ougandais ne doit pouvoir être tué en dehors d'une guerre ou en cas de condamnation à mort, a déclaré Museveni dans une allocution nationale à la télévision d'État samedi soir. Il a aussi demandé que les personnes arrêtées ne soient pas détenues pendant de longues périodes sans jugement et ne soient pas torturées en détention. En novembre dernier, au moins 56 personnes avaient été abattues alors qu'elles protestaient contre l'arrestation du principal opposant politique du président, Bobi Wine, ancien rappeur devenu parlementaire. Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis qu'il a pris le pouvoir à la tête d'une armée rebelle en 1986, a déclaré qu'un rapport sur la tuerie de novembre était en cours de rédaction et qu'il serait rendu public. La haute commission électorale libyenne a annoncé avoir clos la plateforme des inscriptions en ligne. Plus de 2,83 millions de citoyens libyens sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives prévues en décembre prochain. Plus de 2,83 millions de Libyens sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives prévues en décembre, selon la haute commission électorale libyenne, qui précise que la plateforme des inscriptions en ligne est close. Depuis le début des inscriptions le 14 juillet jusqu'à la fin du délai le 17 août, 2 830 971 Libyens et Libyennes se sont inscrits sur le registre des électeurs. Les ressortissants libyens résidant à l'étranger pourront, eux, s'inscrire en ligne dès mercredi et pourront voter dans les ambassades libyennes de leur pays de résidence. Les inscriptions pour la diaspora libyenne
vont se poursuivre jusqu'au 17 septembre, a précisé en conférence de presse le directeur de la Haute Commission. Pour garantir le rôle et l'efficacité de la Haute Commission électorale nationale, la loi prévoit aussi expressément sa présence à travers les circonscriptions électorales et l'établissement de bureaux à travers le pays, tout en ayant la personnalité morale et une indépendance administrative et financière. L'indépendance de cette commission restera incomplète si elle n'est pas couronnée et soutenue par une large participation des citoyens, à commencer par leur inscription sur les listes électorales, l'exercice de leur droit de vote et leur présence effective dans les bureaux de vote. En l'absence d'une constitution en Libye, abolie par le régime Mouammar Kadhafi en 1969, 75 responsables libyens de tous bords sont appelés depuis des mois, selon la feuille de route du processus établi par l'ONU, à s'accorder sur un cadre constitutionnel. Le directeur de la Haute Commission électorale a affirmé mardi attendre la préparation des lois électorales pour ouvrir la voie aux candidatures. À la faveur d'une accalmie des violences toujours en Libye, le nombre de migrants partis de ce pays vers l'Europe est pu intercepter. Depuis le mois de janvier dernier, a donc doublé par rapport à la même période de l'année 2020. C'est ce qu'indiquent notamment des experts dans un rapport rendu public. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, 20 257 migrants ont été interceptés entre janvier et août et renvoyés vers la Libye. Une tendance qui va de pair avec une hausse des départs de 100% de janvier à juillet par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué un responsable de la marine libyenne sous le sceau de l'anonymat sans être en mesure de les chiffrer. Cette hausse vertigineuse est due notamment à l'arrêt des combats, explique le juriste Anwar Al-Werfali, spécialiste des questions migratoires. Située à quelques 300 km des côtes italiennes, la Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe. Après la révolte de 2011, qui a entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye a plongé dans le chaos avec des pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest. La fin des combats à l'été 2020 a été suivie en octobre de la même année par la signature d'un cessez-le-feu qui semble depuis globalement respecté. Une tendance confirmée par la hausse substantielle des arrivées en Italie, principale destination des candidats au départ des côtes libyennes. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 10 000 migrants et réfugiés sont arrivés par la mer en Italie durant les 4 premiers mois de l'année, soit une hausse d'environ 170% par rapport à l'année dernière à la même période. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.